Tout le monde. Et Éric Desrosiers, conseiller technique à la Caisse nationale des allocations familiales, en charge des centres sociaux. Ségolène, Bonjour à tous, Ségolène Dary, conseillère pardon, politique sur les dispositifs jeunesse, à la Caisse nationale d'allocation familiale. donc Alessandra Soleillac Bonjour à tous, donc Alessandra Soleillac, conseillère politique, enfance-jeunesse, à la CNAF. et Mireille Contreras-Martinez. Bonjour à tous, Mireille Contreras, je suis conseillère, CNAF, côté pôle logement. Voilà. Parfait. Bon, on se doute de quoi tu vas nous parler. Avant de commencer à vous présenter, ce que font les CAF, ce que fait la branche famille, donc les allocations familiales pour vous, on aimerait savoir, pour vous, qu'est-ce que représente la branche famille? Bon, aide, c'est évident. Famille, c'est bien évident. Au pluriel ou au singulier, pourquoi pas? Et puis donc, prestations financières, c'est une partie de notre travail effectivement. Des points, un magnifique nuage de mots, qui va, qui est très, significatif de qui nous sommes. Et effectivement, je pense que vous savez exactement, ce qu'est, la branche famille, c'est parfait. Là, pour vous la présenter, on va vous passer un petit film. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les allocations familiales. Mais elles font quoi, les CAF? Les CAF, caisses d'allocations familiales, accompagnent les familles et les plus démunis dans 3 grands domaines. Elles aident les familles qui ont des enfants en leur versant des prestations financières. Aide pour la naissance, pour la garde des enfants, pour la rentrée scolaire. Elles distribuent des aides au logement pour les foyers modestes et les étudiants. Elles versent des aides de solidarité aux plus précaires. Le RSA, la prime d'activité pour les travailleurs et l'allocation aux adultes handicapés. Les CAF financent aussi des équipements de proximité comme des crèches, des centres sociaux et des centres de loisirs. Et ça touche beaucoup de personnes? Il en faut du monde pour faire tout ça. Oui, la branche famille compte plus de 35 000 salariés sur tout le territoire. Ils travaillent pour 13,5 millions d'allocataires, soit 32,7 millions de personnes concernées. 13,7 millions d'appels téléphoniques et 13 milliards de visites sur CAF.fr, le site internet des CAF. Comment je peux savoir si j'ai droit à une aide? Il faut aller sur CAF.fr. Tu peux même télécharger l'appli. Et tu sais que tu peux travailler aussi dans une CAF ou à la CNAF. Tu participes à une mission de service public qui a du sens et de fortes valeurs. Alors, quand est-ce que tu viens nous voir? Alors j'espère que vous en saurez plus, grâce à ce film, même si je sens que vous avez quand même une bonne connaissance de la branche famille. Mais faut pas imaginer, parce qu'on voit beaucoup de gens, assis, qu'on reste tout le temps assis derrière nos ordinateurs pour travailler. Et Éric Desrosiers, qui est conseiller, à la direction des politiques familiales et sociales et plus précisément sur l'animation de la vie, sociale, va vous parler des centres sociaux. Je te laisse la parole Éric. Merci Catherine. Donc vous l'avez peut-être noté dans la petite vidéo, mais c'était un court passage où on parlait des centres sociaux, en disant que les CAF, la branche famille, financent les centres sociaux et les crèches et d'autres équipements. Alors on fait plus que ça sur les centres sociaux, on accompagne, on a une responsabilité historique d'accompagnement des projets des centres sociaux. Un financement bien sûr, mais surtout, cet agrément. Donc on va d'abord regarder un témoignage, qui vous concerne directement, parce que c'est un prof et il va vous raconter, son parcours dans les centres sociaux en lien avec ses études et puis, avec sa vie d'ado, de jeune dans un quartier, du nord de Aix-en-Provence. La première activité que j'ai faite avec le centre social, j'avais 13-14 ans, donc c'était pour faire une sortie au cinéma. Ça nous a permis de connaître ce centre qui commençait à se développer. Avant que le centre social soit là, il n'y avait rien à faire au quartier, hein. Bon, on jouait au foot, on restait entre nous, mais à part ça, pas d'activité concrète, on sortait jamais du quartier.
Par ces simples sorties, en fait, ça m'a donné envie d'en voir encore plus. Ça m'a donné, oui, ce goût-là du voyage. À partir de mes 17 ans, ce centre m'a proposé de passer mon BAFA et de travailler directement en tant qu'animateur au centre. Avoir cette posture professionnelle à 17 ans, travailler à 17 ans, c'est pas évident, c'est pas facile, mais le centre social m'a donné cette chance. Et donc j'ai pu au fur et à mesure adopter certains codes du monde professionnel. Alors le centre social m'a conduit à développer des savoir-être, être ponctuel, être assidu, toutes ces choses-là qui sont indispensables. Ça m'a permis de financer mes études. J'ai étudié sur Marseille, donc j'avais un appart à payer. Le fait de travailler au centre, les petites vacances, ça m'aidait un peu. Au départ, je voyais seulement l'intérêt financier. Puis quelques années plus tard, je me suis rendu compte que cette expérience-là m'apporterait beaucoup dans ma future profession d'enseignant, c'est-à-dire de connaître les adolescents, leur mode de fonctionnement, comment leur parler, comment les écouter. Et ces choses-là, je ne les ai jamais apprises dans ma formation universitaire. Alors voilà, à travers ce témoignage, on perçoit un peu mieux le rôle central, d'un centre social dans, notre politique. Parce qu'en fait, c'est une sorte, et historiquement c'était ça, c'était une sorte de mini CAF où on retrouvait, ce que vous avez pu voir dans la vidéo et les mots que vous avez cités dans le nuage de mots. C'est-à-dire des services de la CAF, de l'accès à des travailleurs sociaux, du conseil, de l'aide directe, mais on trouve aussi, beaucoup d'activités et des services, des crèches, des accueils de loisirs que vous avez pu, fréquenter sans le savoir que c'était un centre social et que c'était, financé par la CAF. Et puis surtout, c'est aussi ce qui était en exergue dans ce témoignage, c'est un endroit où on peut monter des projets, où n'importe qui, n'importe quel habitant peuvent venir rencontrer, une équipe, d'animateurs, de techniciens, qui vont les aider à monter les projets et notamment des projets pour des groupes de jeunes. Ce sont souvent des projets collectifs qu'on fait dans les centres sociaux et ce lien de projet se fait souvent avec le collège, avec le lycée, avec, des structures, d'enseignement. Alors ça peut être pour, de l'information à faire, dans les lycées, qu'un groupe de jeunes va prendre en charge, mais ça peut être aussi, très classiquement du montage de projets pour des départs en vacances, pour, faire des activités de loisirs, organiser, et démarrer par exemple un club de sport. Ça peut se faire et se fabriquer à partir d'un projet d'un petit groupe dans un centre social. Donc ça, on n'attend pas forcément et on repère pas forcément la CAF sur ça, mais voilà. On a historiquement et depuis le début, des caisses d'allocation familiale, cherché à développer ces structures d'initiative, ces structures qu'on dit d'éducation, populaire, ces structures où on met les habitants, en mouvement et surtout, on les met directement en décision et en pouvoir de décision sur ce qu'on peut faire et donc n'importe qui peut se retrouver, président, trésorier aussi d'un centre social, membre d'un collectif qui va diriger et piloter le centre social. Donc il y a beaucoup de centres sociaux, ils s'appellent pas forcément, centres sociaux. Il y a 2 300 centres sociaux, partout, en France, aussi bien, dans le rural que dans l'urbain et 1 400 plus petits centres sociaux. On appelle ça des espaces de vie sociale, qui sont essentiellement, des associations, mais, qui ont un petit peu les mêmes fonctions. Donc la CAF, finance, cela et bien entendu finance, cela avec les mairies, avec les intercommunalités. Ce sont les 2 gros financeurs, de ces structures et puis aussi, l'autre gros financeur, ce sont directement les habitants via, leurs inscriptions au centre qui financent à peu près 10 du budget des centres sociaux. Voilà, on va vous passer une petite, vidéo qui, résume une animation qui résume un peu ces différentes fonctions. Les centres sociaux, ça ne date pas d'hier. Il y a 90 ans, on s'organisait comme ça ou comme ça. C'était déjà une bonne idée. Depuis, la société a beaucoup évolué, mais nos valeurs, dignité, démocratie et solidarité sont plus que jamais d'actualité. Bien.
Rappelons donc comment ça se passe dans un centre social. Des gens viennent souvent pour des services ou des activités. Au passage, ils en profitent pour raconter qu'ils sont préoccupés par la discrimination ou la précarité. Là, des problèmes de logement ou même d'environnement. Ici, des personnes âgées isolées. Ou encore là, des transports en commun qui ne fonctionnent pas bien. Autant de situations à la ville, autant de cas différents à la campagne. À portée de main et des yeux, cela touche tous les milieux. Oui, il y a de quoi s'indigner. À tous ces cas concrets, le centre social offre une oreille attentive. Un endroit où habitants, bénévoles et salariés peuvent s'exprimer, débattre et échanger. Mais comment rendre la vie plus facile dans le quartier? Des personnes âgées pourraient garder les enfants pendant que les parents sont absents. En échange, on les accompagnerait chez le médecin, on leur donnerait un petit coup de main. Ramasser tous ensemble les fruits de ce verger, faire des confitures et tout redistribuer, ça éviterait de gaspiller. Et si on réparait les vélos usagés plutôt que de les jeter? On pourrait les louer et permettre à tous de bien mieux circuler. Et contre ce bailleur peu scrupuleux, le mieux serait d'être très nombreux. Mobiliser les locataires et leurs voisins pour faire entendre leur voix et faire valoir leurs droits. Et s'il le faut vraiment, le centre social fera l'intermédiaire avec des experts ou même avec monsieur le maire. Alors, comme on le disait, la société a bien changé. Elle s'est complexifiée, apparaissent de nouvelles difficultés, ici, là. Comment évoluer pour être plus efficace, pour être plus utile? Ce n'est pas tous les jours facile. Comment défendre ensemble un quotidien solidaire et encore plus citoyen? Imaginons des interventions pas spectaculaires, mais indispensables, pas forcément mondiales, et surtout très locales. Faisons du centre social un lieu où on imagine plus que des services et des activités, où on peut mettre en place des solutions avec parfois des partenaires et des associations. En 2 mots, renforçons le pouvoir d'agir des habitants, soyons acteurs sur notre territoire, ici, là et encore là, partout où nous pouvons. Pensons le centre social nouvelle génération comme un véritable moyen d'action. Voilà. Donc on n'attend pas forcément les caisses d'allocation familiale sur cette dimension, et pourtant c'est vraiment le cœur de nos métiers, faire vivre la démocratie au quotidien et au plus près des habitants. Donc je crois on vous a préparé un petit quiz. Voilà, les questions, c'est est-ce que ces organismes sont des centres sociaux? Donc, il y a la MJC de Saint-Rambert à Lyon, la Maison pour tous de Michel Colucci, Coluche bien sûr, à Montpellier, la Maison de quartier du Bray Nantes, l'Espélido Montfavet Avignon ou la Maison des Solidarités du Partage Ariane Nice. Et c'est Eric qui nous donnera la réponse dans un tout petit moment. Alors il y avait un petit piège. En fait, toutes ces structures sont des centres sociaux. Derrière le terme générique centre social, on va retrouver des maisons des jeunes et de la culture, des maisons pour tous, des maisons de quartier, un nom qui va être, propre à un quartier et que les gens ont attribué à cette structure, des maisons de solidarité. Il y a X termes autour de ce vocable de centre social, et je pense que vous en avez déjà fréquenté, sans le savoir à travers les activités, où vous serez certainement, peut-être amené à travailler aussi ou à faire des stages dans ces structures que les CAF financent et accompagnent. Eh bien, merci beaucoup Eric et effectivement, on aurait dû avoir, 100 pour chacune des réponses et c'était la bonne réponse. Mais la bonne réponse, c'est de savoir que ces centres sociaux existent et qu'on peut y aller et ils aident énormément de personnes, énormément de structures. Eh bien, justement, dans ces centres sociaux, on trouve des personnes, particulières dont Ségolène Dary, conseillère, politique jeunesse, va vous parler. Ce sont les promeneurs du net. Vous ne savez peut-être pas qui sont les promeneurs du net, mais Ségolène, elle va tout vous expliquer. Merci Catherine. Alors oui, moi effectivement, je vais vous parler du programme des promeneurs du net, qui est, donc un dispositif que les CAF ont mis en place pour, accompagner les jeunes sur le numérique. C'est pas à vous que je vais l'apprendre, le numérique aujourd'hui, internet, les réseaux sociaux, ça fait partie intégrante de nos vies, c'est omniprésent dans nos vies, dans la vie des adultes, mais surtout, dans la vie des jeunes aussi.
Et donc c'est un sujet, qui nous importe beaucoup à la CAF, comment on accompagne, les jeunes, dans les usages du numérique sur les réseaux sociaux. Donc c'est à cette question et à cet enjeu que répondent, les promeneurs du net. Et pour, commencer, ma présentation, je vous propose qu'on regarde une petite vidéo, synthétique qui présente, de façon imagée le dispositif promeneur du net. 80% des jeunes de 11 à 17 ans utilisent Internet depuis leur portable ou ordinateur. Facebook, Instagram ou Snapchat, autant de moyens pour communiquer et échanger. Certes, le web c'est chouette, mais il n'apporte pas toutes les réponses aux interrogations sur l'orientation scolaire, les difficultés sociales, familiales, sans oublier les risques de harcèlement ou de radicalisation. Pour aller à la rencontre des jeunes et les accompagner dans les méandres du web, les caisses d'allocation familiale et leurs partenaires soutiennent les promeneurs du net. Dans la pratique, les promeneurs du net sont des éducateurs ou animateurs qui, en plus de leur travail sur le terrain, sont présents sur les réseaux sociaux, les forums ou les blogs. Clairement identifiés, ils peuvent devenir amis avec des jeunes sur Facebook, répondre à des commentaires ou participer à des chats. Les promeneurs apportent ainsi une écoute, des conseils et un accompagnement qui se prolonge dans la vraie vie. Cela leur permet également de soutenir la réalisation de projets initiés par les jeunes. Les promeneurs du net sont présents dans plusieurs départements et leur nombre ne cesse de se développer. Bref, les promeneurs du net, ça marche. Voilà, donc en synthèse, les promeneurs du net, vous l'avez compris, donc ce sont, en fait des professionnels, de la jeunesse, donc des animateurs, des éducateurs qui sont effectivement présents, dans les centres sociaux comme, vous l'a présenté Eric, qui sont présents dans tout un tas de structures, dans les services jeunesse, dans les missions locales. En fait, dans l'ensemble des structures qui sont, qui ont vocation à accompagner les jeunes, au quotidien. Et qui, en fait, vont, développer, ce qu'on appelle la présence éducative en ligne. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'ils vont se créer des comptes, sur les réseaux sociaux, sur, Snapchat, Instagram, un peu Facebook, mais je sais que les jeunes ne sont pas très présents sur Facebook, sur des plateformes aussi de gaming, sur Discord, sur Twitch, pour, être présents, en fait, renforcer leur présence auprès des jeunes et les accompagner, dans leurs usages du numérique et puis en fait, dans toutes les aspects de leur vie quotidienne. Ça permet, en fait, cette présence, en ligne, d'être plus facilement, repérée par les jeunes et de pouvoir aussi être plus facilement contactés par eux. Donc c'est un vrai plus, en fait, pour, l'accompagnement des jeunes parce que, ça permet, voilà, d'avoir accès, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, à un professionnel, qui va, pouvoir avec lequel vous allez pouvoir, chatter via, Messenger ou, qui va vous diffuser un certain nombre d'informations sur les activités qui se passent dans la structure, donc dans le service jeunesse ou dans le centre social. Et qui est, voilà aussi, là pour vous, pour répondre à vos questions, et vous accompagner, si vous rencontrez, une difficulté. Donc c'est pas un dispositif qui vise à contrôler ou à surveiller, l'activité des jeunes sur le net. C'est vraiment important de le dire. L'idée, c'est d'avoir une présence bienveillante, pour accompagner les jeunes, dans les questions qui se posent et surtout de renforcer la présence des adultes, aux côtés des jeunes pour, voilà, répondre à leurs questions et à leurs difficultés. Pendant le confinement, par exemple, les promeneurs du net ont été très présents, puisque toutes les structures étaient fermées et donc voilà, les jeunes n'avaient plus accès, aux structures qu'ils fréquentent, régulièrement et donc les promeneurs du net, en fait, ont mis en place, énormément d'activités, d'actions pendant le confinement grâce aux réseaux sociaux. Par exemple, en organisant, des lives, des jeux en réseau, ils ont mis en place aussi parfois de l'aide aux devoirs, pendant cette période qui était vraiment pas simple. Ils ont contribué aussi à diffuser, des informations sur la crise à un moment où voilà, c'était difficile de s'y retrouver dans le flot d'informations qui circulaient. Voilà, donc les promeneurs du net, ils sont vraiment là pour, accompagner, aider les jeunes, et répondre à leurs questions. Donc comment finalement on peut, trouver et contacter un promeneur du net? Ben, c'est assez simple. Déjà les promeneurs du net sont très nombreux, on en a, quasiment dans toute la France aujourd'hui, autour de 2000 professionnels qui sont présents sur le net, et ils sont tous regroupés, dans un annuaire national qu'on retrouve sur le site internet, promeneurdunet.fr.
caf.fr. Donc je vais vous remettre, je vais vous mettre le lien plutôt, dans le chat, du webinaire pour que vous puissiez, aller voir et si vous le souhaitez, entrer en contact avec un promeneur du net, près de chez vous. Et donc, comme, pour les centres sociaux, je crois qu'on a un petit quiz à vous proposer sur les promeneurs du net, toujours via Klaxoon. Donc la question, c'est et je l'ai abordé dans ma présentation, la mission principale des promeneurs du net, c'est et là vous avez le choix, surveiller les jeunes sur internet pour qu'ils n'y fassent pas n'importe quoi, répondre aux questions des jeunes et les accompagner dans leur quotidien, aider les jeunes à devenir youtubeurs. Ah, bravo, vous êtes trop forts. C'était effectivement la réponse B, répondre aux questions des jeunes et les accompagner dans leur quotidien. Non, l'idée, ouais, effectivement, les promeneurs du net ne sont pas là pour surveiller les jeunes, mais plutôt pour les accompagner et les guider, dans, leurs difficultés avec internet et les accompagner, quand ils rencontrent une difficulté. Mais, c'est pas du contrôle et c'est pas de la surveillance. Eh bien, merci beaucoup Ségolène pour cette présentation, qui je crois a beaucoup parlé à tous les étudiants présents et même aux professeurs. Donc ça montre quand même qu'au niveau de la CAF, et de la CNAF, il y a une notion d'engagement qui est importante, qu'on a vu un petit peu, dans le nuage de mots et je vais laisser, Alessandra Soleillac pardon, qui est conseillère politique enfance jeunesse, donc plutôt au niveau, enfance, jeunesse plutôt, elle va nous parler du BAFA et du service civique. À toi, Alessandra. Excusez-moi, j'ai un petit souci de micro. Oui, donc vous parlez effectivement, des formations BAFA et BAFD, donc qui sont les formations au brevet d'animation et de direction pour, encadrer dans des accueils collectifs, de mineurs. Alors, c'est quoi des accueils collectifs de mineurs? C'est, vous avez peut-être, certains d'entre vous, fréquenté ce type d'accueil. Ce sont les accueils de loisirs, les colos, les camps de scoutisme, les accueils de jeunes, et qui donc, avec le BAFA et le BAFD, on peut effectivement encadrer à titre occasionnel, ces accueils. Donc, les CAF finance, ces formations. Donc, elle finance, les jeunes, mais aussi les moins jeunes et elle finance aussi, les communes qui, souhaitent former leurs animateurs et leurs directeurs. Alors pourquoi on finance, ces formations? C'est parce qu'elles permettent, pour nous, branche famille, la prise de responsabilité, donc vraiment de pouvoir faire cet apprentissage-là puisqu'on s'occupe, de plus jeunes et puis l'engagement citoyen, donc ça permet d'avoir aussi, une vision d'une forme d'engagement. Et puis parce que ça permet aussi, de soutenir, ces structures d'accueil, donc ces accueils de loisirs, les colos qui ont besoin, d'encadrants qualifiés, et donc ça permet, de garantir, une certaine qualité de l'accueil. Alors pourquoi on passe son BAFA? Parce que finalement, on pourrait s'interroger, pour s'engager dans ce type de formation. Donc ça permet de préparer donc à l'animation des groupes d'enfants et de jeunes. Ça va permettre effectivement d'apprendre à travailler en équipe, de s'ouvrir aux autres et sur un environnement différent. Par exemple, quand on part en colo, ça permet, aussi d'expérimenter une mobilité en France ou à l'étranger. Ça permet aussi, et bien d'apprendre, certaines compétences comme, parfois, gérer un petit budget, organiser des activités, et puis tout simplement, et ce qui est vraiment l'enjeu du BAFA, s'occuper des autres. Et puis, c'est un premier diplôme, qu'on peut du coup, acquérir, qui n'est pas professionnel, hein, mais ça reste un diplôme, d'État, qui est accessible à tous et qui ne nécessite aucun prérequis, aucune compétence, au préalable, et aucune expérience préalable. Donc, tout le monde peut s'engager, dans ce type de formation. Et enfin, il, représente aussi une première expérience, et immersion dans le monde du travail, puisque, on acquiert des savoir-faire, des savoir-être et on a du coup, une première expérience, de travail en équipe.
Alors, comment on peut passer son BAFA? Donc le BAFA, il est ouvert, à toute personne à partir, de 17 ans. Donc il faut avoir 17 ans le premier jour, de la session, de formation générale. On s'inscrit au préalable sur le site du ministère de l'Éducation nationale. Donc je vais vous remettre le lien après, dans le petit fil de discussion, hein. Donc c'est sur le site bafabfd.gouv. Et donc là, on accède à une plateforme sur laquelle on a un dossier dématérialisé qui permet de s'inscrire, de suivre, le cursus de sa formation, d'avoir un certain nombre d'informations et puis, de voir jusqu'au bout, jusqu'à l'obtention du diplôme. Donc ça se déroule en 3 étapes. Donc il y a une formation générale de 8 jours, qui est une formation théorique, où il y a pas d'enfants, mais on s'entraîne en fait à préparer, du coup les séjours qu'on va pouvoir, faire après. Un stage pratique de 14 jours minimum, voilà, on peut faire plus, si on le souhaite, et puis un approfondissement ou une qualification de 6 à 8 jours, en fait, qui permettent du coup d'approfondir, tout ce qu'on a pu voir, à la formation théorique et au stage pratique et qui permet du coup, de finir, cette formation. Alors c'est des formations, du coup, qui ont un coût, donc il y a, pour pouvoir, prendre en charge ce coût, des aides, qui permettent de financer le BAFA. Donc, il y a l'aide, de la branche famille, hein, donc qui sont servies par les CAF. Donc il y a une aide qui est de 91 € et qui peut être de 106 € si on est sur un thème, petite enfance, sans aucune condition d'âge ni de ressources et elle est du coup attribuée à la fin du cursus, c'est-à-dire à la troisième étape, après la troisième étape, de formation, c'est-à-dire après l'approfondissement ou la qualification. Et puis, ça peut être complété selon les CAF par des aides complémentaires, qui peuvent être, d'ailleurs assez importantes. Et donc, pour ça, il faut se rapprocher de sa CAF, aller sur le site de la CAF, dont vous dépendez et regarder si votre CAF a effectivement des aides complémentaires. Ensuite, il y a des aides, aussi, de la part des communes, des conseils régionaux ou départementaux, ça dépend, des endroits. Les comités d'entreprise aussi, proposent parfois, des aides pour passer, le BAFA et le BAFD. Et enfin, il y a des aides aussi de la part de Pôle emploi, mais ça, c'est selon les situations des personnes. Donc ça, c'est le BAFA et puis, ben, pour, les personnes qui sont intéressées pour poursuivre et puis passer du coup, à une étape, différente, c'est-à-dire la direction de ce type, d'accueil, de loisirs ou colo. Du coup, il y a également, la formation BAFD, qui est un peu plus longue puisqu'elle a, 2 stages pratiques, 2 formations théoriques et plusieurs expériences effectivement, qui sont nécessaires, ce qui est normal puisqu'on est dans le cadre de l'encadrement d'équipe. Donc c'est encore une fonction un petit peu différente. Alors on a une petite vidéo, du coup, qu'on aurait dû passer au début. Je suis allée un peu vite. On va vous la passer.
Alors voilà, donc ça résumait, du coup, ce que je venais de dire. Aussi vous rappeler, parce que c'est important, le BAFA est aujourd'hui, très valorisé aussi dans le cadre de Parcoursup. Parce que du coup, effectivement, il permet d'acquérir, comme je disais, des compétences, à la fois de savoir-être, de savoir-faire et de savoir. Et donc c'est important aussi de pouvoir, voilà, de pouvoir, le valoriser si jamais vous passez le BAFA dans le cadre de la pla de l'orientation dans Parcoursup. Certaines formations, certaines études supérieures, sont vraiment regardent cette partie-là. Donc voilà. Et du coup, nous allons enchaîner, sur un deuxième dispositif, d'engagement, là un engagement volontaire plus long, qui est donc, toujours un engagement au service de l'intérêt général, qui est le service civique, qui donc, est ouvert aux 16-25 ans et là aussi une petite vidéo d'introduction. Utile pour tous. Et pour chacun. Ensemble sur le terrain, Notre action va plus loin. En partageant ce que je sais, j'apprends beaucoup sur moi, sur ma vraie nature. en donnant de notre énergie, on se découvre une vraie force. Le pouvoir d'être utile. Service civique, une mission pour chacun au service de tous. Alors voilà, donc c'est effectivement, vraiment, des missions, qui ont, voilà, c'est un engagement volontaire, hein, sous la forme de missions d'intérêt général, qui peuvent durer de 6 à 12 mois, avec une durée par semaine en fait, qui est en général de 24 heures. Ça peut être un peu plus long selon le type, de mission. Par exemple, des missions, qui vont tourner autour de l'organisation d'un festival, où on peut avoir des périodes où on est sur une durée un tout petit peu plus longue. Alors elle est destinée donc à des jeunes de 16 à 25 ans, qui est prolongée jusqu'à 30 ans pour, les jeunes qui sont en situation de handicap. On peut les faire ces missions, au sein, d'une association par exemple, d'une association, d'une, fondation, d'une collectivité territoriale, c'est-à-dire une mairie, un conseil régional. On peut aussi faire ces missions au sein d'hôpitaux, de musées, d'universités, et puis, aussi, au niveau des services de l'État, par exemple, dans des préfectures, des gendarmeries et puis, on a la possibilité de le faire en France, mais aussi à l'étranger, notamment pour, les missions, des missions, de solidarité internationale. Donc il y a effectivement pas mal de possibilités, qui s'offrent à vous, dans le cadre du service civique. Alors il y a 9 domaines d'action, du coup, qui permettent, aux jeunes de trouver, par rapport à leur centre d'intérêt et leurs perspectives éventuelles d'orientation après, la solidarité, l'environnement, le sport, la culture, l'éducation, la santé, l'aide humanitaire, l'intervention d'urgence, et puis la catégorie mémoire et citoyenneté. Donc là aussi, comme pour le BAFA, il n'y a aucune condition de diplôme ou de compétences qui sont requises, et ce sont des missions qui sont indemnisées, à hauteur de 580 €, en gros, hein, ça augmente un tout petit peu chaque année, de 580 € par mois. Donc ça permet effectivement voilà, de pouvoir aussi, avoir une rémunération, pendant cette mission. Hem Alors, il y a également des avantages, qui sont liés au service civique puisque, on va être, tout au long de la mission accompagné par un tuteur, de la structure qui accueille. Donc il va vous accompagner, de votre arrivée dans la mission jusqu'à la sortie et même après la sortie puisque avant la sortie, on prépare justement, l'après service civique. Vous pouvez bénéficier d'une formation civique et citoyenne, et qui également, permet, de passer la formation, PSC1, donc la formation, pratique aux premiers secours, pour ceux qui ne l'auraient pas passé, lors de la troisième. Et donc ça permet vraiment de pouvoir acquérir, pour conduire la mission, un certain nombre de compétences.
Et puis, on bénéficie également d'une couverture sociale, prise en charge, par exemple, avec la prise en charge, par exemple, des dépenses de santé, de maternité, enfin voilà, donc on est couvert pendant la mission. On a une carte de service civique aussi qui permet, d'offrir, des avantages, à peu près, les mêmes que de la carte étudiant. Et puis en fonction des situations personnelles, il est possible de cumuler avec des aides au logement, l'allocation adulte handicapé, enfin voilà, toutes ces aides, sont maintenues, quand on est sur une mission de service civique. Donc voilà, donc les CAF, proposent des missions de service civique donc qui, permettent par exemple de travailler sur les accueils, des CAF pour orienter, les personnes qui auraient des difficultés, par exemple avec les usages numériques, pour les orienter, les informer. Et puis, on a aussi des missions, en action sociale, qui permettent effectivement de par exemple, de faire la promotion des promeneurs du net que vous a présenté Ségolène tout à l'heure, ou, d'informer, par exemple, des partenaires sur les dispositifs des CAF. Donc selon les CAF, les missions, voilà et le panel des missions, proposées, peut être différent. Donc vous pouvez vous rapprocher de la CAF, de là où vous habitez pour, vous renseigner, savoir s'ils proposent ce type de mission. Tout comme le BAFA, ce sont, des expériences, qui permettent, des passerelles après, hein, vers le monde professionnel. Donc, c'est important, voilà, de pouvoir, vous informer pour savoir, si ça peut être intéressant. Et le service civique, par exemple, peut être une expérience intéressante quand on est sur une phase de césure, dans son parcours. Par exemple, voilà, on a arrêté ses études, ou, on ne sait pas trop, si l'orientation qu'on prend, nous satisfait. Le service civique permet du coup effectivement de conforter, un certain nombre de centres d'intérêt ou, d'orientation et puis, d'acquérir, voilà des compétences, qui peuvent être après, valorisées dans votre parcours, sur votre CV et surtout, bah, ce sont 2 beaux parcours d'engagement, qui permettent, bah, de vraiment avoir un pied dans le monde professionnel, et puis, bah, de rencontrer aussi, des belles personnes et de beaux projets. Donc voilà. Donc nous avons un petit quiz, 2 petits quiz. Donc, on va voir si du coup, à la suite de tout ça, vous avez, voilà, vous avez, retenu, ce qu'on s'est dit. Alors du coup, voilà, pour le premier, donc c'est le quiz sur le BAFA. Et donc, on va vous demander quelle est la réponse correcte parmi, les questions suivantes. Donc, le BAFA est un diplôme professionnel. Il faut être majeur pour commencer le BAFA. On dispose de 30 mois pour effectuer les 3 étapes du BAFA. Ah, ah non, effectivement. Alors, on est vraiment sur moitié-moitié. Mais ce n'est pas étonnant puisque, voilà, alors c'est le BAFA est un diplôme d'État, mais ce n'est pas un diplôme professionnel, effectivement. Ça permet effectivement de faire de l'animation occasionnelle, c'est-à-dire que pour faire de l'animation professionnelle, il vaut mieux du coup, passer des diplômes professionnels de l'animation, tels que le BPGEPS, le CPGEPS, et le DEGEPS. Donc voilà, donc effectivement, voilà, c'est une, réponse, je dirais qui n'est pas étonnante, pour ceux qui ont répondu la première parce que c'est effectivement une confusion parfois qui est faite. C'est bien le BAFA permet de faire de l'animation occasionnelle et non professionnelle. Donc ça mérite effectivement le petit éclairage et bravo à tous ceux qui ont fait, sur la troisième réponse puisque c'est effectivement, la dernière réponse qui était qu'on dispose de 30 mois pour effectuer les 3 étapes. Ensuite donc le deuxième petit quiz, qui est sur le service civique. Donc là, c'est l'inverse, une seule réponse est fausse. Donc pour, le service civique, on bénéficie d'une protection sociale pendant son service civique. Il faut posséder un diplôme et des compétences spécifiques pour faire un service civique. On est formé pendant le service civique.
La réponse, donc qui était fausse, c'était la réponse, B, c'est-à-dire il faut posséder un diplôme ou des compétences spécifiques pour faire un service civique, puisque effectivement, d'ailleurs vous avez plutôt répondu massivement, la deuxième réponse. Effectivement, il n'y a pas besoin de diplôme, ni de compétences particulières. Tout le monde vraiment peut faire un service civique entre 16 et 30 ans pour 16-25 ans et 30 ans pour les personnes en situation de handicap. Voilà. Eh bien, merci Bien, beaucoup merci. Alessandra pour cette formidable prestation. Mais là maintenant, on a parlé beaucoup, d'accompagnement, hein, p auprès des jeunes pour, d'engagement, et on va vous voulez peut-être en savoir plus sur une aide un petit peu plus concrète parce que, la branche famille, les allocations familiales aident aussi, les jeunes avec, des prestations financières, plus, plus vraies, enfin plus visibles et on va parler des aides au logement. C'est Mireille Contreras Martinez, conseillère politique familiale et sociale, plus sur le pôle logement et vie sociale, qui va vous parler de ces aides au logement pour que vous en sachiez plus, sur la manière dont ça se passe et il y aura une petite vidéo, au départ. La Caisse d'allocation familiale d'Ille-et-Vilaine est un organisme départemental qui dépend de la branche famille de la sécurité sociale. Sa mission est de soutenir les familles par des aides financières et un accompagnement personnalisé. La CAF accueille, informe et soutient les ménages, qu'ils soient des familles, des couples ou des personnes seules, comme les étudiants. Pas moins d'une personne sur deux bénéficie d'une aide de la CAF, comme par exemple les allocations familiales, le RSA ou encore l'aide au logement. Vous êtes étudiant et vous occupez un logement ? Saviez-vous que la CAF peut vous aider à payer votre loyer? C'est simple comme 3 clics. Pour faire votre demande, pas besoin de papier ou de vous déplacer, tout se passe sur caf.fr. À vos claviers. Bonjour, je m'appelle Ryan et je suis conseiller service à l'usager à la CAF d'Ille-et-Vilaine et référent caf.fr. Je vais tout vous dire sur l'aide au logement et ce à quoi il faut penser pour préparer votre demande. Rendez-vous sur le site caf.fr. Attention, si vous avez moins de 21 ans et que vos parents perçoivent des prestations pour vous, pensez à leur en parler. Vos prestations ne sont pas compatibles avec les leurs. Si vous avez un doute, rendez-vous sur le site caf.fr pour effectuer une simulation et découvrir ce qui est le plus avantageux pour vous. Ça y est, votre bail est signé? Il ne vous reste plus qu'à faire votre demande sur le site caf.fr. D'abord, avant toute chose, il faut vous munir de 6 éléments. Votre numéro allocataire, une adresse mail valide, votre bail est à votre nom et pas celui de vos parents, le nom de votre bailleur. Attention, si votre bailleur est une personne morale, vous devez indiquer le numéro SIRET. Le numéro SIRET se trouve dans le contrat de location. Si c'est une personne physique, vous aurez juste à indiquer le nom et le prénom de votre bailleur. Vous devrez indiquer le montant des revenus des 2 dernières années et votre RIB. Vous avez tout? Rendez-vous sur le site www.35.caf.fr, cliquez sur le bouton « Vous êtes étudiant » et laissez-vous guider. Et dernière astuce, si vous quittez votre logement, pensez à prévenir la CAF. À très vite sur le caf.fr. À toi Mireille. D'accord. Oui, donc je vais vous présenter, vous n'êtes pas sans savoir en fait que, aujourd'hui, la caisse d'allocation familiale en fait, verse, plusieurs aides financières. Donc, j'ai vu, tout à l'heure sur votre nuage, de mots, que vous indiquiez, des mots tels que prestations financières, aide, famille. Mais, voilà, les allocations familiales aujourd'hui s'adressent également, non pas aux familles uniquement, mais également à tout type, de public, dont les étudiants et par, le versement, d'une aide, l'aide au logement. Voilà, vous êtes près de 800 000 étudiants par an à essayer en fait de percevoir cette aide. Donc vous déposez en fait chaque année une demande d'aide au logement auprès, de votre caisse d'allocation familiale du lieu de votre résidence et voilà, vous avez vu la vidéo, qui vous informait en fait des démarches, de comment en fait engager, une, demande d'aide au logement auprès d'une CAF et donc je vais vous apporter en fait, quelques éléments d'information supplémentaires sur, exactement, la procédure à suivre, lorsque vous, déposez une demande d'aide au logement. Alors,
donc on va démarrer, voilà, par, la première diapo. Donc vous voyez qu'en fait, on vous parle de logement. Par logement, qu'est-ce qu'on entend? On entend en fait, vous pouvez être en fait dans une résidence universitaire, parce que voilà, c'est moins coûteux mais on n'a pas forcément de place dans toutes les résidences universitaires. Donc si vous entamez aujourd'hui vos démarches et donc vous devez faire en fonction de votre budget, donc vous allez, vous adresser, tout d'abord aux résidences universitaires. Vous allez pouvoir également, partager un logement avec, peut-être, un ami ou en tout cas un colocataire. Vous pouvez également vous trouver une chambre, chez un particulier. Je parle également de la cohabitation intergénérationnelle, donc c'est un processus qui n'est pas encore, très connu, ce dispositif, en fait, qui vous permet, en fait, de, régler un loyer, moyennant, votre, contribution, en fait, votre aide que vous allez apporter à une personne qui est plus âgée et donc qui vous voilà, qui vous loue, en fait, une chambre. Vous avez également les foyers, un appartement, tout simplement et qu'il soit meublé ou non. Donc voilà, tous ces logements-là, également vous pouvez aller sur d'autres, types d'habitats aujourd'hui parce qu'on a énormément de choix, sur, le marché du logement. Mais voilà, faire très attention à votre budget et donc démarrer, dès lors que vous avez un projet, de résidence, hors, département actuel ou loin de votre domicile actuel, voilà, vite, aller, regarder pour voir, ce qui pourrait être, le mieux pour vous en fonction de votre budget. Ensuite, nous avons également, l'aide au logement. Vous avez tendance en fait et c'est normal, à parler APL. En fait, il faut savoir qu'on a 3 aides au logement, mais voilà, l'APL, c'est pour un logement qui, se dit, conventionné et donc l'aide, est versée directement à votre, au propriétaire du logement. Donc vous avez entendu dans la vidéo qu'on parlait, de bailleur, moral et de bailleur physique. Le bailleur moral, en fait, c'est un propriétaire, qui est en fait une, société ou voilà une régie et le bailleur physique, ça va être un particulier. Donc c'est ce qui différencie, le bailleur moral du bailleur physique et l'APL, en fait, c'est que votre logement, il a juste, en fait, le bailleur, en fait, il a signé une convention avec l'État et c'est pour cette raison qu'on appelle, APL. Après ALS, ALF. ALS, c'est allocation logement à caractère social et ALF, allocation logement à caractère familial. Dans tous les cas, sachez que lorsque vous allez déposer votre demande, vous n'avez pas de questions à vous poser là-dessus. Vous allez, de toute façon avoir votre aide qui va être calculée de la même manière. Le plus important, c'est de réellement occuper votre logement. Vous êtes bien dans votre logement lorsque vous faites votre demande. C'est d'avoir un contrat de bail à votre nom et de payer un loyer mensuel, même si vous êtes aidé par vos parents, pour le paiement du loyer, vous pouvez déposer votre demande. Ensuite, donc il y a des conditions, supplémentaires. Donc, vous n'êtes pas sans savoir, on en a énormément parlé en fait dans les actualités que depuis janvier 2021, nous sommes rentrés dans la nouvelle réforme d'aide au logement. Donc le calcul se fait différemment. Sauf que, le public étudiant n'est pas en fait, vraiment concerné, par ce calcul qui se fait différemment. Puisqu'il faut savoir que de toute façon, lorsque vous êtes étudiant, on applique un forfait et donc, votre droit, il se calcule en fonction de ce forfait. Donc, les conditions réellement à remplir lorsque vous, déposez une demande d'aide au logement, donc on appelle étudiant en fait, une personne qui a moins de 28 ans et qui poursuit, des études scolaires. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir lui appliquer le forfait. J'occupe vraiment, mon logement, donc on appelle ça votre résidence principale. C'est-à-dire que vous allez avoir tendance à dire que votre résidence principale, c'est la résidence de vos parents et en fait, non, ce sera le logement pour lequel, vous allez en fait effectuer votre demande d'aide au logement. Vous payez un loyer ou une redevance. Une redevance, c'est lorsque vous êtes dans une résidence. Vous êtes étudiant boursier ou non, la bourse se cumule avec un droit à l'aide au logement, donc à savoir, vos parents, ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière si vous,
décidé en fait de déposer votre demande d'aide au logement puisque c'est une condition voilà, on va vous poser la question à savoir si, vos parents, perçoivent voilà, sont assujettis à ce type d'impôt. Heu, Vous avez un contrat de bail à votre nom, sauf si vous êtes mineur. Là, on accepte que le contrat de bail soit au nom des parents. Vous n'avez pas de lien de parenté avec, le propriétaire de votre logement, même si c'est une SCI, vos parents sont, en fait, détenteurs d'une SCI. À ce moment-là, vous ne pouvez pas, déposer de demande d'aide au logement, puisque le logement leur appartient. Vous êtes étudiant et non apprenti ou salarié avec un contrat de professionnalisation. En fait, là, je vous parle réellement aide au logement pour les étudiants. Si vous êtes apprenti, bien sûr, vous pouvez faire une demande d'aide au logement, mais elle ne se calculera pas de la même manière. Et si vous êtes en contrat de professionnalisation, vous pouvez déposer également une demande d'aide au logement, mais ça ne se calculera pas de la même manière également. Et vous pouvez, en même temps que vos études, en fait, exercer une activité professionnelle et à ce moment-là, voilà, on vous considérera étudiant et salarié. Alors, lors de la vidéo, vous avez, donc noté que, il y a une information qui nous dit en fait que vous pouvez, percevoir des prestations familiales, dont l'aide au logement, uniquement si, vos parents, ils ne perçoivent pas en fait, en votre faveur, des prestations familiales. Et il est vrai que vous ne pouvez pas vous-même être allocataire et vos parents percevoir, des allocations familiales, par exemple, en votre faveur. Donc, dans ce cas-là et donc, là, je fais vraiment la vigilance, c'est plus sur les familles, plutôt nombreuses et si vous comptez, en fait, dans le calcul, des prestations de vos parents, d'être très vigilant là-dessus. C'est-à-dire que si vos parents, ils perçoivent des prestations, parfois ça peut faire une grosse perte budgétaire, lorsque vous allez déposer votre demande. Donc, ce qu'on vous recommande en fait, c'est de voir, l'effet qu'aura en fait le fait de plus vous avoir, dans leur calcul, de prestations et de faire en même temps la simulation. Donc je vous en parlerai après, sur le site, CAF.fr. Vous allez comparer les 2 montants et le montant le plus avantageux pour vous ou, même si vous maintenez quand même votre demande d'aide au logement malgré la perte, que voilà, que va causer en fait, votre demande. Voilà, vous pouvez très bien choisir de quand même maintenir votre souhait de déposer la demande d'aide au logement. À ce moment-là, vous êtes invité à aller sur le site du CAF.fr, pour, et ben, effectuer votre demande en ligne. Donc, c'est ce qu'on voit sur la prochaine diapo. En fait, donc l'aide au logement se fait en 3 étapes. Vous allez tout d'abord faire la simulation pour calculer votre aide au logement étudiant. Ça va vous permettre de déterminer votre budget et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir, voir quel type de logement vous pouvez choisir en fonction de votre budget. Vous allez après faire la demande en ligne. En fait, c'est voilà, c'est ce qu'on appelle nous la téléprocédure. Vous indiquez en fait directement sur CAF.fr, vous vous enregistrez avec, voilà les papiers, vers vous, tout ce qui est, sur le bail puisqu'on va vous poser des questions en fait, sur le propriétaire de votre logement. Donc vous allez devoir y répondre, tout en sachant que vous n'êtes pas obligé de faire la demande complète, le jour même. Vous pouvez aller la reprendre, après et avec d'autres éléments si vous avez oublié votre RIB par exemple. Je bénéficie de mon aide avec, donc, il y a l'application qui vous permet en fait de voir, voilà, si votre dossier a été traité, également si, voilà votre droit le droit calculé à votre aide au logement. Et attention, vraiment vigilance sur le premier mois qui est payé, puisque le mois d'occupation, le premier mois, le mois d'occupation n'est pas payé au titre de l'aide au logement. C'est-à-dire que si vous intégrez un nouveau logement en septembre, et que voilà, votre aide au logement sera calculée qu'à partir du mois d'octobre et qui sera payée que début novembre. Donc c'est là la vigilance, vraiment, c'est sur, voilà, c'est sur la règle, de paiement des CAF. Nous, on règle, le mois, à terme échu, c'est-à-dire le mois suivant, le début du mois suivant. Merci beaucoup Mireille, tu nous as bien informés. On va peut-être faire juste un petit focus sur le foyer des jeunes travailleurs, par, Ségolène, et puis, on fera une conclusion parce que là, on a vu qu'on dépasse un petit peu. À toi la parole Ségolène.
Merci Catherine. Oui, je voulais mentionner, parmi les solutions en fait, de logement pour les jeunes, les foyers de jeunes travailleurs ou les résidences habitat jeunes, c'est la même chose, 2 noms pour désigner la même chose. En fait, c'est des dispositifs qui sont particulièrement intéressants pour les jeunes parce que les FJT, en fait, proposent aux jeunes, de 16 à 25 ans, des logements, dans des résidences, du coup, qui sont dédiées au logement des jeunes, et qui ont un double intérêt, en fait. C'est déjà d'être des solutions de logement, à bas coût, puisque c'est en général, les loyers, qui sont pratiqués dans ces résidences sont, plus bas que, les, mmh, les prix des loyers dans le parc privé, et donc ça vous permet, quand vous êtes, un jeune, voilà, qui, doit, quitter le logement, familial, pour aller faire une formation ou, prendre un nouvel emploi ou un premier emploi, et bien de pouvoir accéder du coup à un logement, donc comme je disais avec un loyer qui est modéré et surtout qui vous permet, d'accéder à un accompagnement puisque dans les FJT sont présents des équipes d'animation, d'animateurs et d'éducateurs, enfin des travailleurs sociaux qui sont présents pour en fait accompagner les jeunes, dans tout un tas d'aspects de leur vie quotidienne et qui vont aussi, animer un peu la vie de la résidence. Donc c'est, intéressant quand, on quitte, le logement, de ses parents, pour la première fois ou qu'on a envie, voilà, d'avoir un logement individuel, mais en même temps de pouvoir être, avec d'autres jeunes, au sein de la résidence, bah, c'est, voilà, les FJT, permettent de répondre à ça et bien sûr les FJT sont des structures qui ouvrent droit, dans la plupart des cas, aux aides au logement. Parfait. Merci beaucoup, Ségolène. Merci à tous les intervenants. C'était vraiment, très intéressant et je crois que ça a permis à tous nos étudiants et toutes nos classes de comprendre ce que, la branche famille, les allocations familiales pouvaient faire pour eux. Juste une dernière petite chose, vous avez sur, la plateforme Une saison avec la sécu, un jeu interactif, qui s'appelle, ma CAF la CAF à vos côtés et qui va reprendre beaucoup d'éléments qui vous ont été, présentés et c'est voilà, c'est un gaming, assez sympa et vous allez retrouver, attendez, je mets ma caméra. Et vous allez effectivement, retrouver, tout ce qui a pu être dit aujourd'hui et vous aurez encore plus de détails. Sachant que, ce webinaire a été enregistré et si vous souhaitez le voir et le revoir ou en parler à des classes autour de vous, eh bien, vous aurez toutes les informations et toutes les interventions, de nos super intervenants, là. En tout cas, merci à tous, merci de nous avoir suivis et j'espère que vous avez vraiment été intéressés. S'il y a des questions, bah, écoutez, n'hésitez pas dans le fil de discussion et on essaiera d'y répondre, ultérieurement. Merci à tous. Au revoir.